Bonjour, je m'appelle Christophe Hommel, je suis médecin emporiatre, chef de service du Centre de vaccination international de Strasbourg et Centre antirabique, et je vais vous parler des cancers liés au papillomavirus et tout particulièrement de leur prévention vaccinale. Alors tout d'abord un point sur les virus. Les papillomavirus, on en connaît à peu près 200. Un certain nombre sont dits à haut risque cancéreux et puis d'autres à bas risque. Et ce qui nous intéresse, c'est les hauts risques comme le 16 et le 18 qui sont déjà responsables de 70% des cancers. C'est un virus qui touche le tractus anogénital mais également ORL, qui est responsable d'infections. Et lorsque ces infections deviennent chroniques, elles peuvent se transformer en cancer. C'est donc une infection sexuellement transmissible, mais qui est un virus qui peut aussi se transmettre par contact au niveau des mains, des muqueuses par exemple. Et c'est pour ça aussi qu'il faut savoir que le préservatif ne protège pas très bien, pas du tout, contre ces infections-là. Cette infection est souvent transitoire. On considère qu'à peu près 80% de la population humaine, à un moment donné, rencontre un papillomavirus et que celui-ci va persister dans 10 à 20% des cas et donc être à l'origine d'une infection chronique et de possibles cancers. Alors, le nombre de cancers en France est de l'ordre de 6300 nouveaux cancers tous les ans, concerne dans 2 tiers des cas les femmes et dans 1 tiers des cas des hommes. On aura majoritairement le cancer du col de l'utérus, mais également les muqueuses vaginales, la vulve, l'anus chez les femmes et chez les hommes, cancer du pénis, cancer de l'anus et tout particulièrement les cancers ORL. Il ne faut pas oublier que notamment les affections, les papillomavirus sont aussi responsables de verrues génitales et qui occasionnent des traitements souvent très longs. Du côté des femmes, bien évidemment, le cancer du col justifie d'une prévention par frottis, est à l'origine de lésions souvent précancéreuses et qui justifie le traitement, voire des conisations qui peuvent à leur tour avoir des conséquences sur les projets de grossesse futurs. Un mot sur les cancers liés au papillomavirus. C'est souvent donc un cancer qui est 100% lié au papillomavirus, qui est un virus qu'on contracte donc généralement avec l'activité sexuelle, donc entre 11 et 25 ans. Et c'est ensuite les infections qui peuvent persister chroniques, être à l'origine de lésions précancéreuses et au bout de 20-30 ans, voir apparaître des cancers. Donc, important de vacciner très tôt pour éviter ces infections chroniques et ensuite ces lésions précancéreuses et ces cancers. Je vous rappelle que pour le cancer du col, il existe un autre moyen de prévention, c'est un dépistage secondaire qui se fait par frottis à partir de l'âge de 25 ans et jusqu'à 65 ans, avec d'abord une analyse cytologique et à partir de 30 ans un test HPV, donc par PCR. Ce frottis de dépistage est malheureusement insuffisamment fait dans la population puisqu'on est à peine à 58%. Il y a en plus une disparité selon effectivement les régions. Et puis j'insiste sur le fait que ce frottis de dépistage n'est possible que pour le cancer du col de l'utérus, donc ne concerne que les femmes, alors qu'il y a 5 autres cancers. Pour tous les autres cancers, on n'a strictement aucun dépistage possible et donc la seule prévention possible est la prévention primaire, à savoir la vaccination. Bonjour, je suis Martial Fraisse, pharmacien, également pharmacien attaché à l'hôpital d'instruction des armées Bégin et pharmacien à l'Académie nationale de pharmacie. Qu'est-ce qu'on connaît par rapport au papillomavirus ? Nous savons que chaque année, nous avons encore 3000 à 3500 cancers du col de l'utérus, mais le problème qui se pose, c'est allons-nous pouvoir conserver cet état de fait longtemps alors que nous avons le moyen de nous en débarrasser? Le conseil est simple. On peut se protéger contre ces papillomavirus avec plusieurs schémas vaccinaux. Alors, le vaccin, comment est le schéma vaccinal? C'est très simple. La vaccination doit être faite à l'âge de 11 ans, donc au moment du rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche que l'on fait chez tous les adolescents. Donc, il se fait en 2 doses pour un vaccin soit non avalent ou soit pour le vaccin bivalent. Donc, en 2 doses
entre 11 et 14 ans, et à partir de l'âge de 14 ans, il se fait en 3 doses, donc jusqu'à 19 ans, à M0, M1 ou M2 selon le vaccin, et M6 pour le rappel. Alors il va souvent arriver la situation où la première dose a été faite et le rappel a été oublié, donc le rattrapage est très simple, on ne reprend pas à zéro la vaccination, mais on complète en fonction du nombre de doses que devrait avoir par rapport au début d'âge de vaccination. Donc, je vous donne un exemple. Un adolescent a eu une première dose à l'âge de 12 ans, par exemple, et vous revoyez cet adolescent à l'âge de 16 ans, en fait, à 16 ans, on lui fait sa dose de rappel qu'il aurait dû avoir, bien évidemment, un peu plus tôt. Et donc, en termes de vaccination, je rappelle que toute dose compte. Donc, on rattrape en fonction du nombre de doses que l'on devait avoir par rapport à l'âge de début de vaccination. Le problème qui peut se poser, c'est par rapport au calendrier vaccinal, c'est le moment où on a réalisé la première vaccination. Où se situe-t-on? Est-ce qu'on est juste avant les 14 ans ou bien avant? Ou est-ce qu'on est juste au moment des 19 ans, puisqu'on peut vacciner à 20 ans moins un jour, puisque c'est 19 ans révolus? Et donc là, quelle est l'attitude à avoir et quelle réponse donner? Prenons un exemple simple. Un jeune s'est vacciné à 20 ans moins un mois. Eh bien, il peut commencer sa vaccination et il continuera le calendrier vaccinal après ses 20 ans, puisqu'il a commencé dans le temps. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la première vaccination. Et ensuite, on choisit le calendrier vaccinal qui correspond à la tranche d'âge à laquelle on a commencé. Bon, la plupart du temps, quand même, les patients, quand on leur a expliqué, ils vont bien respecter. Donc, soyez clairs dès le départ, fixez-leur les rendez-vous. En général, tout se passera bien parce que finalement, ils ont pris l'habitude avec la Covid de respecter des rendez-vous pour venir chez vous se protéger. Alors pourquoi parle-t-on et pourquoi doit-on insister sur une vaccination universelle, donc non seulement les filles mais aussi les garçons, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est promouvoir effectivement une protection aussi bien des filles que des hommes, donc c'est une protection directe de chaque individu vacciné. L'objectif, c'est bien évidemment l'élimination des cancers, en premier lieu le cancer du col, mais ensuite tous les autres cancers responsables de ces papillomavirus. Et donc pour cela, il faut augmenter les couvertures vaccinales. Pour des raisons éthiques, non seulement de vacciner les filles, mais ça ne profitait pas aux garçons indirectement, donc, et notamment à la population HSH, donc d'élargir les indications de vaccination. Et puis bien évidemment, dans un but de réduction de la transmission, cette vaccination est indispensable aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et ceci pour obtenir, grâce à l'augmentation de la couverture vaccinale, une immunité collective. Et il faut absolument désexualiser cette vaccination, donc peu importe l'activité sexuelle, il est important d'être vacciné, même si cette activité sexuelle est déjà ancienne. Puis ça fait aussi partie d'une dynamique internationale, puisque l'OMS a un projet d'élimination du cancer du col, tout particulièrement par cet élargissement de vaccination donc à tous les pays, et à terme d'élimination de d'autres cancers liés à ces papillomavirus. Alors, cette vaccination est-elle efficace qu'avant le début de la vie sexuelle? Bien évidemment non, donc même après un début d'activité sexuelle, ce vaccin reste toujours efficace et on a pour cela énormément de données de suivi. Plusieurs points à connaître. La grande majorité des infections surviennent après l'âge de 20 ans. Par exemple, pour le cancer du col de l'utérus, dans plus de la moitié des cas, l'infection est survenue après l'âge de 20 ans. Donc la très grande majorité des jeunes adultes ne sont pas encore infectés HPV, donc au-delà de 20 ans par exemple. Et lorsqu'on est infecté, potentiellement, on n'est qu'à un virus. On peut donc toujours se protéger de tous les autres virus présents, notamment dans le vaccin. Et puis même lorsqu'on est infecté, malheureusement, notre système immunitaire ne permet pas de se défendre contre cette infection-là. Et donc, ce n'est que la vaccination qui permet d'obtenir et d'apporter la meilleure protection. Il n'empêche que lorsqu'on est infecté, il peut y avoir une élimination naturelle du virus jusqu'à un certain point. On parle de clairance naturelle. Elle est toujours meilleure chez les femmes que chez les hommes. Et donc, c'est toujours la vaccination qui apportera la meilleure protection. Les hommes développent encore moins naturellement d'anticorps contre ces virus lorsqu'ils sont infectés. Il y a un petit rebond chez les femmes vers 45-49 ans et chez les hommes, on reste finalement sur un plateau toute la vie.
Est-ce que la vaccination a fait la preuve d'efficacité contre ces cancers? Oui, on a maintenant suffisamment de recul. Je vous rappelle que la vaccination a été introduite dans le calendrier vaccinal en 2007. Et donc on est maintenant ce qu'on appelle en vaccinologie en vraie vie avec des données scientifiques de valeur et on peut donc affirmer que oui, le vaccin a fait la preuve de son efficacité pour prévenir effectivement les cancers. Je citerai une étude américaine qui a montré des données d'efficacité avec une période avant vaccination, après vaccination. Aux États-Unis, la vaccination a été introduite aussi en 2007-2008. Et lorsqu'on regarde les chiffres en 2016, eh ben on voit que, et tout particulièrement aussi même pour des populations âgées comme les 20-24 ans, on a une efficacité, une réduction des infections, donc des lésions précancéreuses absolument importantes. Encore plus importante, l'étude suédoise qui a montré que lorsqu'on est vacciné donc jeune, et notamment chez les jeunes filles avant 17 ans, c'est là où on obtenait le meilleur résultat, puisque dans ce cas-là, l'incidence des cancers reste quasiment à zéro, alors que si on n'a pas été vacciné, ben, on voit effectivement cette incidence de cancer augmenter avec le temps. Et puis le message ou le point le plus important, c'est quand même la situation en Australie, qui sera le premier pays qui va nous annoncer l'éradication du cancer du col sur leur territoire. Ils ont commencé la vaccination comme nous en 2007. Il y a 10 ans, ils ont élargi la vaccination aux garçons et puis ils vaccinent aussi dans les écoles, ce qui a permis d'avoir des couvertures vaccinales extrêmement élevées, au-delà de 80%. Et du coup, ils nous ont annoncé il y a 3 ans, suite à une modélisation, que d'ici la fin de la décennie, ils pourront annoncer l'éradication du cancer du col sur leur territoire, ce qui est donc quand même extraordinaire. Profil de tolérance sur cette vaccination, ça reste un vaccin, là aussi, grâce à ce recul en vraie vie, on peut affirmer que le vaccin est extrêmement bien toléré, qu'il n'est pas à l'origine d'effets secondaires graves. On a quand même sur ce recul de 15 ans, dans 130 pays, plus de 550 millions de doses effectuées. Et on peut donc affirmer aujourd'hui que oui, c'est un vaccin extrêmement bien toléré. Comme tout vaccin, possiblement des réactions locales avec une petite douleur, une petite induration, pourquoi pas un peu de fièvre, mais ça reste globalement extrêmement bien toléré. D'autant plus rassurant que de nombreuses études aussi ont été publiées à ce sujet-là, que ce soit au niveau de l'OMS ou que ce soit tout particulièrement la Société francophone de sclérose en plaques qui écrit dans son dernier rapport que les vaccins, que ce soit l'hépatite B d'ailleurs, mais tout particulièrement le vaccin HPV, n'entraînent pas de sclérose en plaques ou n'entraînent pas de poussée de sclérose en plaques. On est donc tout à fait rassurant à ce niveau-là. Ensuite, quelles questions on pourrait se poser et que peuvent se poser les patients? Est-ce que c'est un vaccin sûr? Et c'est un vaccin sûr, on a l'exemple australien, plus toutes les remontées de pharmacovigilance qui prouvent que les seuls problèmes que l'on a pu observer, ce sont principalement les problèmes de douleur au point d'injection, des maux de tête qu'on peut avoir avec tout vaccin, et quelquefois du malaise vagal qui est bien connu par la peur de l'aiguille sur des jeunes. Et encore, c'est un phénomène qui est relativement rare. Simplement, il faut être prévenu, savoir que faire dans ce cas-là et pouvoir intervenir. Vous savez, c'est le truc de les jambes en l'air ou faire coucher. Soyez confiants, vous participez à un dispositif de prévention d'une maladie grave dont nous avons les moyens de débarrasser la population française. Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui besoin d'un élargissement des compétences vaccinales, notamment pour des professionnels de santé comme les pharmaciens, comme les infirmiers libéraux? C'est parce que la situation en France est catastrophique du point de vue de la couverture vaccinale. Je vous rappelle que l'objectif des couvertures vaccinales est de plus de 80%. On a des pays en Europe, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Espagne, le Portugal, voire l'Italie, qui ont des couvertures vaccinales largement plus élevées et qui atteignent voire 80%, alors que nous sommes en France. Avant le Covid, nous étions à peine à 24% de couverture vaccinale. On a eu une progression dans les dernières années, mais on est à peine à 40% à ce jour. Et quant à la vaccination des garçons, elle n'est pas satisfaisante puisqu'on a introduit le vaccin maintenant il y a 2 ans et qu'on est en 2022 à peine à 12% de couverture vaccinale. Alors que d'autres pays qui avaient introduit la vaccination chez les garçons avaient
en l'espace de 1 an, atteint des chiffres bien plus importants, comme la Suède, qui en 1 an a réussi à vacciner 80% des garçons. Donc on a une marge de progression extrêmement importante en France. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, ainsi que les dernières déclarations du ministre de la Santé, font du pharmacien un des acteurs incontournables de la vaccination contre le papillomavirus. En effet, les 2 piliers de la prévention du papillomavirus et des cancers qui y sont liés sont le dépistage ou la vaccination. Et il est facile de comprendre que pour la vaccination, le pharmacien a fait ses preuves avec la grippe et la vaccination Covid, où il a été le principal acteur après la fermeture des centres de vaccination. Donc, le système de santé compte sur nous pour vacciner les patients, les jeunes patients de 11 à 19 ans, contre le papillomavirus. Il est important de profiter de toute occasion de consultation ou de passage en officine lorsqu'on a en face de soi un adolescent ou un adulte jeune, de parler de cette vaccination HPV et de toujours de façon très positive. Avez-vous bénéficié de ce vaccin pour être protégé, pour éviter les cancers liés au papillomavirus ? Au niveau des médecins, cette information pourrait être déjà donnée à l'âge de 6 ans, puisque lorsqu'on fait le rappel d'été poliocoqueluche avec le vaccin pédiatrique à l'âge de 6 ans, on dit à la maman, le prochain rendez-vous vaccinal sera à 11-13 ans, où on refera un rappel d'été poliocoqueluche avec un vaccin adulte, et on commencera la vaccination contre les cancers liés au papillomavirus. On n'a donc strictement pas besoin de parler d'activité sexuelle. Donc profitez des occasions, par exemple, lorsqu'une maman vient pour un rappel des 11-13 ans de l'adolescent, de poser la question, est-ce que votre enfant a déjà bénéficié du vaccin contre les cancers liés au papillomavirus, et toujours d'avoir un discours assertif en disant « je vous le recommande fortement » puisque nous avons aujourd'hui l'opportunité de prévenir des cancers grâce à une vaccination efficace et tout à fait sûre. Alors comment aborder et comment proposer cette vaccination ? Et c'est là où notre rôle est intéressant, parce que nous avons un contact journalier avec cette population, mais aussi avec les parents. On dit toujours que 4 millions de patients franchissent la porte des pharmacies tous les jours. Eh bien, pour les jeunes de 11 à 19 ans, les arguments sont simples. Nous avons donc le rappel des vaccins d'étécoque polio à partir de 11 ans, et également toute visite qui peut intervenir en pharmacie. Ça peut être l'acné, ça peut être l'achat de préservatifs pour les mineurs, les préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans, donc ils en font partie, ou vraiment toute autre demande de conseil pour un jeune de 11 à 19 ans. Alors, le pharmacien, qu'est-ce qu'il doit proposer ? Eh bien, vous savez que la vaccination, c'est quand même un enjeu de santé publique. Donc déjà, quand un jeune se présente, c'est « est-ce que vous êtes à jour de vos vaccins ? Tiens, j'en profite, vous êtes tombé en trottinette, vous êtes coupé ou vous avez un problème autre. Êtes-vous à jour de vos vaccins ?» Et là, le pharmacien peut conseiller la vaccination contre le papillomavirus. Pour la population cible concernant cette vaccination, il faut garder à l'esprit que quand vous avez un adolescent, donc globalement un collégien ou un lycéen, voire un étudiant, il n'est généralement pas à jour des vaccins, il manque toujours au moins quelque chose, si ce n'est ce vaccin HPV au vu des couvertures vaccinales actuelles, par exemple chez les garçons, qui n'est que de 12% en 2022. Le jeune patient ou le parent, le problème est le même. De toute façon, les parents doivent être au courant du problème de vaccination et voir ce qui est au mieux pour leur enfant. Donc le discours que vous aurez, que ce soit pour l'enfant, pour qu'il puisse prévenir ses parents, savoir si cette vaccination lui est bien indiquée, eh bien vous pourrez le répéter aux parents. Et quand vous voyez les parents justement qui ont des enfants dans cette tranche d'âge, là vous pourrez leur présenter cette vaccination et surtout l'intérêt vacciner pour éviter les cancers induits par les papillomavirus. J'ai pour ma part l'habitude dans nos consultations du voyage, que c'est un peu particulière, mais de toujours vérifier bien évidemment le calendrier vaccinal et donc d'aborder le sujet des vaccins qui manquent et le vaccin HPV en particulier. Et je dis souvent aux jeunes femmes ou aux jeunes adolescentes que je m'en fous complètement de leur sexualité. Le point le plus important, c'est d'éviter ces cancers qui tuent, et notamment le cancer du col de l'utérus chez les femmes qui tuent 3 femmes par jour en France. Je
terminerai par dire que la meilleure protection, c'est toujours la vaccination, que l'absence de vaccination chez nos garçons, chez nos filles, est absolument une perte de chance terrible et qu'il faudrait profiter de toutes les occasions de consultation ou de passage en officine pour promouvoir et recommander fortement ce vaccin. Finalement, nous avons des vaccins que nous sous-utilisons alors qu'ils pourraient éradiquer la maladie. Eh bien, les pharmaciens, grâce aux nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé ainsi que du ministre, vont pouvoir participer au dispositif. Alors surtout, n'hésitez pas. 4 millions de personnes franchissent chaque jour les seuils des pharmacies, que ce soit des parents ou des jeunes, pour de multiples raisons. Eh bien, vous pouvez proposer cette vaccination dans le cadre d'une mise à jour du calendrier vaccinal et vous pouvez leur proposer cette vaccination toujours en rappelant l'intérêt qu'elle a, c'est-à-dire éradiquer les cancers liés au papillomavirus en France.